Chapitre 9. Souvent, le matin, j'allais à la boutique de Pierre Clou voir les machines que cet ingénieux artisan construisait. Le charpentier vivait dans des angoisses et dans des remords continuels depuis que le bon venait le trouver nuitamment pour lui reprocher le triste résultat de ses inventions et l'inciter à construire des engins mis en action par la bonté et non par la soif des sévices. « Mais quelle machine dois-je donc construire, maître Médard » demandait Pierre Clou. « Je vais t'expliquer. Tu pourrais, par exemple, et le bon de décrire la machine qui lui commanderait, lui, s'il était vicomte, à la place de son autre moitié, et de tracer des dessins confus pour venir en aide à ses explications. » Pierre Clou eut d'abord l'impression que cette machine était un orgue gigantesque dont le clavier déclencherait de suaves mélodies. Et déjà, il se disposait à chercher le bois convenant à la construction des tuyaux, quand un autre entretien avec le bon lui brouillait les idées, parce qu'il croyait comprendre que le bon voulait faire passer par ces tuyaux non pas de l'air, mais de la farine. En somme, ce devait être un orgue, mais aussi un moulin moulinant pour les pauvres, et autant que possible un four pour faire des galettes. Tous les jours, le bon perfectionnait son idée et barbouillait de griffonnage papier sur papier, mais Pierre Clou n'arrivait pas à le suivre. C'est que cet orgue moulin-four devait aussi tirer l'eau du puits pour épargner cette fatigue aux ânes en se déplaçant sur des roues pour donner satisfaction aux différents villages, voire les jours de fête s'accrocher en l'air pour attraper, à l'aide de filets périphériques, les papillons. Le charpentier commençait à penser que construire de bonnes machines dépassait les possibilités humaines, que les seuls pouvant réellement fonctionner de manière pratique et ponctuelle, c'étaient les échafauds et les chevalets de torture. En effet, dès que l'infortuné exposait à Pierre Clou l'idée d'un engin nouveau, aussitôt le maître voyait la façon de le réaliser et se mettait au travail. Chaque détail lui semblait irremplaçable et parfait, et l'instrument achevé était un chef-d'œuvre de technique et d'ingéniosité. Le maître artisan se tourmentait. Serait-ce une méchanceté de mon esprit qui m'empêche de réussir autre chose que des machines cruelles ? Mais cependant, il continuait d'inventer avec adresse et zèle d'autres tourments. Un jour, je le vis travailler à un bizarre gibet où une potence blanche encadrait une cloison de bois noir et la hare, également blanche, glissait dans le mur pour 2 trous, juste à l'endroit du nœud coulant. « Qu'est-ce que c'est que cette machine, maître » lui demandai-je. « Une potence à pendre de profil, me répondit-il. « Et pour qui l'avez-vous construite ?»« Pour le même homme qui condamne et qui est condamné. Avec la moitié de sa tête, il se condamne lui-même à la peine capitale. Avec l'autre moitié, il s'insère dans le nœud coulant et rend le dernier soupir. J'aurais envie qu'on se trompât de moitié. » Je compris que l'infortuné, sentant s'accroître la popularité de la bonne moitié de lui-même, avait décidé de la supprimer au plus vite. En effet, il appela ses sbires et leur dit « Il y a trop longtemps qu'un louche vagabond infeste notre territoire et sème la zizanie. Avant demain, emparez-vous de cet agitateur et mettez-le à mort. » « Ce sera fait, Seigneur, » dirent les sbires. Et ils partirent. Borgne comme il était, l'infortuné ne s'aperçut pas qu'il s'était cligné de l'œil. Il faut savoir qu'une conjuration de palais s'était tramée au cours de ces jours-là et que les sbires en faisaient partie. Il s'agissait d'emprisonner et supprimer le demi-vicomte au pouvoir, d'investir du titre l'autre moitié et de lui livrer le château. Mais cette seconde moitié ne savait rien. La nuit, dans le fenil où elle dormait, elle se réveilla entourée de sbires. « N'ayez pas peur, dit le chef des sbires. Le vicomte nous envoie pour vous massacrer, mais nous, las de sa cruelle tyrannie, nous avons décidé de le massacrer lui et de vous mettre à sa place. »« Qu'entends-je ? Et vous l'avez déjà fait ? Je veux dire, le vicomte, vous l'avez massacré ? Non, mais nous allons le faire dans la matinée. Le ciel soit loué. Non, ne vous souillez pas d'autre sang. Il y en a déjà eu trop de répandus. Quel bien pourrait faire une seigneurie née d'un crime ? Ça ne fait rien, nous allons l'enfermer dans la tour et nous serons tranquilles. Ne levez les mains ni sur lui ni sur personne, je vous en conjure. Moi aussi je suis très chagriné de la brutalité du vicomte, mais il n'y a pas d'autre remède que de lui donner le bon exemple, en se montrant à lui aimable et vertueux. Alors c'est vous que nous devons massacrer, Seigneur. Mais non, je vous ai dit que vous ne devez massacrer personne. Comment faire ? Si nous ne supprimons pas le vicomte, il nous faut lui obéir. Prenez cette ampoule. Elle contient quelques onces, les dernières qui me restent, de l'onguent avec lequel les ermites de Bohême m'ont guéri.
Jusqu'à présent, il m'a été précieux lorsqu'au moment des changements de temps, ma gigantesque cicatrice me fait mal. Portez-la au vicomte, et dites-lui seulement que c'est le don de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir les veines terminées par un bouchon. » Les sbires allèrent trouver le vicomte avec l'ampoule, et le vicomte les condamna à la potence. Pour sauver les sbires, les autres conjurés décidèrent de se soulever. Maladroits, ils laissèrent découvrir leur réseau, et la révolte fut étouffée dans le sang. Le bon porta des fleurs sur leur tombe et consola les veuves et les orphelins. Quelqu'un qui ne se laissa jamais toucher par la bonté du bon, ce fut la vieille Sébastienne. Quand il allait à ses bonnes œuvres, le bon s'arrêtait souvent dans la cabane de la nourrice et lui rendait visite avec gentillesse et sollicitude, comme toujours. Mais elle, chaque fois, lui faisait un sermon. Peut-être était-ce l'effet de son indistinct amour maternel, toujours est-il que la nourrice ne tenait aucun compte de la séparation de Médard en deux moitiés. Elle grondait une moitié des méfaits de l'autre, donnait à l'une des conseils que seul l'autre pouvait suivre, et ainsi de suite. « Et pourquoi as-tu coupé la tête au coq de Mémé Biguin, la pauvre, qui n'avait que celui-là? Grand comme tu es, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. »« Mais pourquoi me dis-tu cela à moi, nourrice? Tu sais bien que c'est pas moi. »« Ça c'est bon, voyons un peu qui c'est. »« C'est moi, mais... »« Ah, tu vois bien. Mais pas le moi qui est ici. »« Alors parce que je suis vieille, tu me crois tomber en enfance? Quand j'entends raconter quelques canailleries, j'ai vite fait de comprendre que c'est encore un de tes tours. Alors je me dis, je jurerais que Médard y a mis la patte. »« Mais vous vous trompez toujours. »« Je me trompe. Vous, les jeunes, vous dites toujours aux vieux qu'ils se trompent. Et vous autres, tu as fait cadeau de ta béquille au vieil Isidore. »« Oui, ça c'est bien moi. »« Et tu t'en vantes? Il n'en avait envie que pour rosser sa femme, la pauvre. Il m'a raconté qu'il ne pouvait pas marcher à cause de sa goutte. Il faisait semblant. Et toi, tout de suite, tu lui as donné ta béquille. Maintenant, il l'a cassée sur le dos de sa femme, et toi, tu te promènes en t'appuyant sur un bâton fourchu. Tu es un écervelé, voilà ce que tu es. Toujours le même. Et quand tu as saoulé le taureau de Bernard avec Dumarc, ça, ce n'est pas moi. Bien sûr, ce n'est pas toi. Et pourtant, tout le monde le dit. C'est toujours lui, le vicomte. Les fréquentes visites du bon après Champignon n'étaient pas dues seulement à son attachement filial pour la nourrice, mais au fait qu'à ce moment-là, il se consacrait à secourir les lépreux. Immunisé contre la contagion, toujours à ce qui semble grâce aux cures mystérieuses des ermites, il arpentait le village en s'informant minutieusement des besoins de chacun et ne leur laissant pas de trêve tant qu'il ne s'était pas prodigué pour eux de toutes les façons. Souvent, sur son mulet, il faisait la navette entre Pré-Champignon et la masure du docteur Trelawney pour demander à celui-ci conseil et médicaments. Non que le docteur eût trouvé le courage d'approcher maintenant les lépreux, mais il semblait qu'il commençât à s'intéresser à eux en prenant le bon Médard comme intermédiaire. Seulement, l'intention de mon oncle allait plus loin. Il ne se proposait pas seulement de soigner les corps des lépreux, mais aussi leur âme. Il était constamment au milieu d'eux à leur faire la morale, à fourrer le nez dans leurs affaires, à se scandaliser et à prêcher. Les lépreux ne pouvaient pas le souffrir. Fini les temps heureux et licencieux de Pré-Champignon. Avec ce gringalet tout de noir habillé, juché sur une seule jambe, cérémonieux et prodigue en sentence, personne ne pouvait faire son bon plaisir sans être réprimandé en public, ce qui suscitait des méchancetés et des chocs en retour. Même la musique, à force d'entendre répéter qu'elle était futile, lascive, sans un bon sentiment pour l'inspirer, leur devint insupportable, et leurs bizarres instruments se couvrirent de poussière. Les lépreux, n'ayant plus le soulagement de leur ripaille, se trouvèrent face à face avec leur maladie et passèrent leur soirée dans les pleurs et le désespoir. Des deux moitiés, la bonne est pire que la mauvaise, commençait-on de dire après Champignon. Mais ce n'était pas seulement chez les lépreux que l'admiration pour le bon était en diminution. Heureusement que son boulet de canon ne l'a pas coupé qu'en deux, disait tout le monde. S'il en avait fait 3 morceaux, Dieu sait ce qu'il nous aurait fait voir. Maintenant, les huguenots montaient également la garde contre lui parce qu'il avait perdu tout respect pour eux et venait à toute heure espionner le nombre de sacs qu'ils avaient dans leur grenier et les sermonner sur les prix. Après quoi ils racontaient tout à la ronde et ruinaient ainsi leur commerce. C'est ainsi que les journées passaient à Terralba. Nos sentiments devenaient incolores et obtus parce que nous nous sentions comme perdus entre une vertu et une perversité également inhumaine.